Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. C'est la trêve, l'équipe de France a mis un premier carton en qualificatif du prochain Euro. Une grosse partie de l'effectif messin est en sélection pendant qu'aux arènes, les joueuses restantes s'entraînent dur. À Dragon Mag, on freine pas non plus, en témoigne la forme olympique de mon chroniqueur Arthur Carmier. Salut Arthur. Salut Mathieu, salut à tous. Comme toujours en pleine forme, que ce soit la trêve ou la compétition, il est là, il est prêt. Il n'y a pas de trêve pour nous, on est toujours en jaune pour toi, en bleu pour moi, donc on est... C'est pas mal, c'est vrai qu'il y a un truc, on ne s'est pas concerté, mais on est pas mal aujourd'hui. Dans le siège de l'invité, après avoir accueilli 3 ailières en 4 émissions, il fallait recentrer le débat. On accueille une pivot en la personne d'Anne-Emmanuelle Augustine, salut. Coucou, merci pour l'invitation. Toujours un grand plaisir, Anne-Emmanuelle, de te recevoir. Il y avait entraînement ce matin, il y avait entraînement ces derniers jours, même en groupe restreint, ça charbonne fort. Oui, ça charbonne beaucoup. Là, on est 4 filles professionnelles et 2 joueuses du centre. Du coup, ça va. Le club a posté quelques photos de la muscu notamment. On sent qu'il y a un vrai travail bien méticuleux. Vous avez Samuel et Manu qui sont sur votre dos pour vous entraîner. Ça ne doit pas rigoler. Si, ça rigole. Ça rigole ? Bon, ça rigole, mais ça travaille en même temps. Bon, c'est encore la meilleure manière de travailler. Bien sûr, on va discuter de tout ça et de la période de trêve sous tous ces aspects. Toi, pour le moment, tu vas pouvoir souffler un tout petit peu parce que c'est à moi de faire des efforts. On démarre avec l'actu. Et notre actualité phare de la semaine, elle se situe en National 1 féminine. L'équipe du centre de formation de Metz Handball se déplaçait à Noisy-le-Grand. Retour aux sources pour Nina Canto, mais surtout, il s'agissait d'un choc face aux premières de la poule. Dans cet exercice, les jeunes Dragons ont rappelé leur statut en l'emportant sur le score de 27-32. À noter la perf d'Ivana Atangana qui a inscrit 14 buts. C'est plutôt pas mal. Anne-Emmanuelle, tu es passée par le centre de formation. Est-ce que tu continues à suivre un peu leurs résultats aux jeunes qui sont arrivés après toi? Oui, je suis un peu. Pour le moment, j'ai pas encore eu le temps d'y aller. Mais je suis un peu et j'ai vu la perf contre Noisy. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à Nina qui était super contente et je suis vraiment contente pour elle. Ouais, c'est un vrai moment particulier pour Nina de revenir à Noisy. Elle a été accueillie comme une vraie rockstar en plus, donc c'est toujours des choses qu'on aime voir. Maintenant, on a hâte de voir ce retour de Noisy à Metz Handball dans quelques semaines pour voir comment ça se passera de ce côté-là. Je clôt la parenthèse sur la N1. On va parler des garçons aussi en nationale masculine. Les hommes de David Motika n'ont pas joué cette semaine. Ils retrouveront la compétition face à Cernay-Wattwiller ce 18 octobre. Il s'agira de relancer la machine après 3 défaites consécutives. Ouais, ça fait un petit peu mal à la tête, mais on est sûr qu'ils vont réussir à redresser la barre. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Sarrebourg Moselle Sud Handball, toujours invaincu en Pro League avec 2 victoires et 4 matchs nuls. Ouais, ça fait beaucoup de matchs nuls, je sais. Le dernier en date, c'est face à Cournon, une équipe de haut de tableau également, chez qui il ne fallait pas laisser de plume. Opération réussie avec un 29-29, même si on aurait pu espérer une victoire puisque les Yellow Fox menaient de 2 buts à quelques minutes de la fin. Quoi qu'il en soit, ce sont des points bien récoltés. Ils sont actuellement 4e de Pro League et ils ont un match à disputer qui est en retard. Et ce match, ce sera samedi face à Cherbourg. Et si vous voulez monter dans le train, ça se passera en direct sur Moselle TV. Ce sera à partir de 20h25. C'est le genre de match qu'on a envie de regarder encore et encore. L'actu, c'est aussi Léna Granvaux qui a été élue joueuse du mois de septembre en Ligue Butagaz Énergie. On a beaucoup parlé de ses performances depuis le début de saison et ce n'est que mérité finalement qu'elle obtienne ce trophée, Arthur. Alors c'est mérité, les autres joueuses nommées ne sont pas moins des méritantes. Oui. Forcément, il y a un peu plus de buts, mais à Metz Handball, la marque est plus répartie. Mais je pense que c'est la récompense pour une joueuse qui a vraiment pris à bras-le-corps son rôle de leader dans son année 2 à Metz Handball. On sait que Petra Vamos a raté un petit peu le début de saison, donc c'était à Léna Granvaux de faire le job, entre guillemets, toute seule au poste de demi-centre. Lilou Borg a aussi raté quelques matchs. Elle a montré que c'était une cadre, j'ai même pas envie de dire en devenir, c'est déjà, je pense, à mon sens, une cadre de cette équipe et un leader de technique, si je puis dire. Elle n'a pas évolué que demi-centre, elle a aussi évolué sur la base arrière, elle a un peu touché à tous les postes qu'il fallait. Elle a cette capacité à être à tous les endroits où on a besoin d'elle et c'est un vrai départ canon en tout cas pour Léna Granvaux. Cette semaine, il y avait aussi les trophées du sport de la ville de Metz. Anne-Emmanuelle, tu y étais, c'était mercredi soir. C'était comment cette cérémonie? On a l'habitude à Metz Handball, chaque année on récolte un trophée des trophées du sport pour la saison écoulée. Là, c'était tranquille, non? C'était cool. Je crois que ça fait 10 ans qu'ils mettent ça en place. Ouais. Pour la 10e année, je crois qu'ils ont essayé de faire intervenir quelques personnes, des petits spectacles. Et j'ai trouvé ça cool.
Ouais, c'est toujours sympa de toute façon quand on obtient un trophée pour une saison écoulée. En plus, on a vu la photo, tu étais une des seules membres de l'équipe de l'année dernière à être présente au trophée, puisque toutes les autres sont... Manon aussi. Il y avait Manon aussi, c'est vrai, mais il n'y avait pas grand monde d'autres. Les autres, c'était leur première saison, en tout cas leur retour à Metz Handball. Donc voilà, c'est toujours une bonne chose de voir Metz Handball récolter les trophées. Avant d'aller sur les terrains, il faut aller sur les réseaux, vous le savez. Aymeric Guillaume nous y attend déjà, regardez. Ouais, ça va vous Moi ça pousse fort, hein. Dème le bibi comme disent les jeunes. Et ma motivation, c'est les réseaux. Rien que je regarde les vidéos d'entraînement des Dragons. Mais aussi des anciennes Dragons comme Louise Burgard. Elle attend un heureux événement, mais ça envoie les watts quand même. Du côté de Brest, Sarah Aubry a marqué son premier but en Ligue Butagaz Énergie. Née à Metz et passée par les équipes jaunes et bleues, elle montre une nouvelle fois qu'on peut aussi réussir ailleurs. En parlant de réussir ailleurs, j'ai encore du Atadou Sakho à vous proposer. Et oui, cette semaine, elle a fait un pastis à une main, rien qu'elle fait exprès de faire les folies pour passer dans l'actu des réseaux. Non mais j'en suis sûr. Il y a les arrêts à une main et ceux qui écrivent à une main ou l'autre. Nina Kanto a donné de la voix pour la dictée et là, j'espère que j'aurai une bonne note. Sous la gêne, Épagnuel. Lucie Granier a annoncé son changement de numéro de maillot en équipe de France. Un choix justifié et qui va gentiment me renvoyer à la case boutique. Ah bah oui, et je suis quand même un bon client moi. Pendant qu'Assel Nzeminko rendait visite à ses camarades bleus pour de belles retrouvailles, Laura Flip se demandait s'il lui restait des séances sur sa carte de piscine, ou alors j'ai pas compris le message exact. De son côté, Chloé Valentini montrait ses progrès, et oui, les accouchements c'est aussi un ticket vers la rééducation. C'est quoi un périnée, ça se mange ? Enfin, vous le saviez, c'est une machine en jaune et bleu, c'en est une aussi sous le maillot de l'Allemagne. Xenia Smith s'élève de la fonte en stage. Moi je vais continuer à soulever cet arbre. Ce qui ne te soulève pas te rend plus fort, Askip. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'actu sur les réseaux. D'ici là, n'oubliez pas d'être baraqué. Bon, heureusement à Metz Handball, quand on doit s'entraîner, on ne soulève pas des troncs d'arbres comme ça. Il y a un peu de matériel plus évolué que ce qu'on a vu sur les images. Emmanuel, on rigole chaque semaine un petit peu avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., avec la voix d'Aymeric Guillaume. C'est quoi, toi, ton rapport aux réseaux sociaux? J'ai l'impression que par moment, tu arrives, tu postes 5 stories d'un coup, et on ne te revoit plus pendant 2 semaines, et tu reviens un petit peu comme ça. C'est quoi ton rapport avec ça? En vrai, je suis pas mal sur les réseaux, c'est juste que je poste pas tant que ça. Ouais. Et sinon, si je poste, c'est plus ma famille. Voilà. Ça marche mieux sur Vinted, non? Et oui. Et oui. On va arrêter là la digression, c'est pas la peine. On va discuter de hand quand même, c'est le plus important. On passe au récap. Et avant de parler de la trêve, parlons de compétition. Le week-end dernier, la Ligue Butagaz Énergie célébrait sa 6e journée. Je vous propose de poser le cadre avec les différents résultats. Besançon a tenté d'accrocher Brest. Bel effort, mais ça n'a pas suffi. 30-36 au final. Le Havre n'est pas passé si loin de changer sa dynamique radicalement, mais Plante-Cuq a échappé au piège 33-35. Paris 92 a failli en faire de même face à Chambray, mais s'en est sorti avec un match nul, 26 partout. Toulon a prévalu sur le terrain de Sambre, match serré entre la Stella et Saint-Amand, avec une victoire des visiteuses 30-29. Les Pirates ont lâché face à Dijon en quête de régularité, score final 22-26. Et bien sûr, Metz Handball était de sortie à Nice et repart avec une victoire de 14 buts, 36-22. Et c'est de ce match dont nous allons parler justement. Arthur, on l'avait évoqué récemment dans de précédents Dragon Mag, pour Nice, qui était invaincu jusqu'alors. Disputé dans la même semaine un match contre Brest et un match contre Metz, c'est vraiment pas un cadeau. Et pour le coup, ça leur fait un petit peu mal. Nice chute au classement, chute toute relative parce qu'elles sont à la 4e place. Jolie opération de Plante-Cuq qui récupère cette 3e place, mais je pense qu'on peut compter sur cette équipe niçoise qui travaille vraiment bien depuis plusieurs saisons, qui grimpe petit à petit au classement et qui pourrait peut-être créer la surprise comme Dijon l'a fait l'an passé. Donc c'est forcément toujours compliqué quand on doit relever le défi de Brest et de Metz, mais nul doute que ces matchs vont servir aux Niçoises sur la suite de la saison. Alors c'est un match qui n'était pas diffusé, qui donc pas facile à commenter en l'occurrence, mais je profite à chaque fois qu'on a une invitée sur notre plateau pour qu'elle nous raconte un petit peu son ressenti. Anne-Manuelle, tu l'as ressenti comment ce match à Nice? Alors, au-delà des retrouvailles que tu peux avoir avec ce club, comment s'est passée la rencontre? On savait que Nice, c'est une équipe qui avait beaucoup de caractère.
Elles ont perdu à Brest, du coup, on pense qu'elles avaient à cœur de bien commencer ce match. Nous, on a su imposer notre rythme et je crois qu'on les a infligés un 3-0. Et du coup, après, on a déroulé. Ouais, souvent, c'est ça, il faut trouver la faille. Et puis, une fois que c'est parti, ça déroule assez fort. C'était aussi le cas pour l'équipe de France hier, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ce qu'on peut noter sur ce match, c'est le carton rouge qu'a reçu Sarah Bouktit avec 3 suspensions de 2 minutes. Elle sort, je crois, à la 48e minute. Elle a joué un peu moins de la moitié du match. Anne-Emmanuelle, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a fait du judo? Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir 3 suspensions comme ça? Non, c'était des 2 minutes pas méritées, à mon sens. À mon sens. Moi, je dis rien sur les arbitres après. Moi, ils ont toujours raison. À mon sens, pas mérité. On sait que Nice, il y a beaucoup de joueuses de duel. Du coup, elles l'ont bien joué et les arbitres, ils ont décidé. Ouais, c'est le pire. Ça fait travailler aussi ce genre de situation-là, parce que quand on tombe sur des joueuses qui sont malines et qui arrivent à trouver ce genre de faille, et bien après, il faut réussir à continuer à jouer de la bonne manière. Toi, de ton côté, ça te permet d'avoir du temps de jeu. Alors, on ne va pas dire qu'il faut que tu attendes que Sarah sorte sur carton rouge pour avoir du temps de jeu. Tu en as pas mal depuis le début de saison. Mais ça t'a permis en tout cas de jouer face à un public que tu connais bien aussi. Oui, je suis contente. J'ai beaucoup plus de temps de jeu que la saison dernière. Et avoir du temps de jeu à Nice... quoi de mieux? Franchement, j'ai kiffé. C'est toujours un bon moment, en tout cas, de jouer dans ces contextes-là. Arthur, je reviens un instant sur Sarah Bouktit. J'ai envie de dire, on ne lui parle pas de carton rouge à elle, parce qu'avant de sortir, elle a quand même inscrit ses 6 buts. Elle a fait son match, c'était plutôt pas mal. Elle est solide en toutes circonstances. Oui, bon, c'est ce qu'on attend d'une capitaine désormais de Metz Handball. Ça fait quand même un bon petit moment maintenant qu'elle assure son rôle de leader avec cette équipe de Metz. Mais justement, c'est aussi important de savoir être leader en ayant un petit peu moins de temps de jeu, même quand il y a un turnover qui est fait, comme c'est davantage le cas depuis le début de la saison, pour laisser un peu la place à tout le monde et impliquer tout le monde, parce que tout le monde pourrait être utile sur la fin de saison avec les matchs importants. C'est aussi important de savoir impacter un match, j'ai envie de dire comme d'habitude, même en ayant un petit peu moins de temps de jeu. Je pense qu'elle le fait bien depuis le début de saison. Je reviens un petit peu sur une stat. Elle en a 43 buts en Ligue Butagaz Énergie, Sarah. C'est la 2e meilleure de la compétition derrière Nelly Antonissen de Plantecuq. En tout, avec la Ligue des Champions, c'est 65 buts. Autrement dit, elle a 6,5 buts par match depuis le début de saison. C'est plutôt costaud. D'ailleurs, j'en profite, je salue Maxime de Handmetz, qui est mon fournisseur officiel de statistiques. C'est assez costaud. Ça la met sur des sacrées bases et elle pourrait atteindre assez rapidement la barre des 1000 buts avec Metz Handball, ce qui est toujours un truc assez énorme. Anne-Emmanuelle, je reviens vers toi. Ce match, donc je l'ai dit, à Nice, c'est un club que tu as fréquenté pendant 2 ans. On sait que c'est un club qui peut être assez chaleureux aussi, qui n'oublie pas les joueuses qui sont passées. On se souvient de quand Tata Doussako revenait dans ce club-là, c'était toujours aussi un peu particulier. Quel est le lien que tu gardes avec ce club-là? C'est un club que tu continues de surveiller ou tu as encore des liens particuliers? Oui, c'est un club que je continue de surveiller. J'ai des liens particuliers avec Djinaba, avec Margot, je vais dire Megui, avec Margot, avec Chocho. Du coup, c'est une équipe que je suis, c'est une équipe qui évolue. Que ça soit au niveau com ou au niveau du club. Du coup, ouais, c'est cool, je les suis toujours. Et je ne compte pas arrêter. C'est un bon exemple, cette équipe, on se souvient, il y a 4-5 ans, elle se battait pour son maintien. Il y a peut-être eu un petit peu plus de moyens, mais ça reste quand même l'OGC Nice, donc club omnisport. Il y a de quoi faire, le budget a augmenté, il me semble. Nice a grimpé au classement des budgets de la LBE. Et quand on arrive intelligemment aussi, c'est en se structurant que le budget est monté, c'est pas en injectant d'un coup d'un seul de l'argent, et c'est souvent une meilleure manière d'évoluer. Exactement, donc je pense qu'il y a des bases très très intéressantes qui ont été construites ces dernières saisons. Je pense que Anne-Emmanuelle est bien placée pour le savoir. Et cette équipe peut jouer entre la 3e et la 7e place, je pense assez aisément. Si ça continue comme le début de saison, il y a peut-être une place européenne à aller chercher en fin de saison. Ce serait assez formidable pour ce club qui s'est un petit peu construit ces dernières années. Je reviens sur le sportif. Avec toi, Arthur, il y a une joueuse un petit peu qui aide bien ces 2 dernières saisons sur ce développement. C'est Marie-Hélène Sachka. Elle était barrée à Metz, elle est passée par Paris. On l'a vu aller à Nyköping tenter sa chance à l'étranger. Elle revient via Nantes, elle rejoint Nice en 2024. Et depuis qu'elle est arrivée à Nice,
Ça se passe super bien pour elle, c'est une joueuse qui semble bien implantée, elle a même retrouvé l'équipe de France grâce à ses performances. Oui, c'est amplement mérité d'ailleurs qu'elle retrouve l'équipe de France. Et à Metz, elle n'était pas tant barrée que ça, à mon sens, même si elle n'était pas forcément la titulaire au poste, elle a apporté toujours. On sait que c'est une buteuse, elle est capable, avec peu d'occasions, vraiment de libérer son bras et de produire quand même des choses assez intéressantes statistiquement. On a toujours, un petit peu comme Anna Gross, on a toujours un petit peu pointé sa défense, sans oublier que c'est une formidable attaquante. Donc je pense que dans ce projet niçois, elle a une importance quand même, capitale. Et c'est important pour ce genre de club d'avoir des fers de lance, des leaders dans le jeu de calibre international, comme c'est le cas de Marie-Hélène Sachka. Ouais, et puis mine de rien, elle a pris de l'expérience aussi ces dernières années, et c'est fort de ces expériences qu'elle peut faire les choses. Ça ne l'empêche pas de rester la fierté de Pagny-sur-Moselle. On l'avait croisée notamment sur la finale de Coupe de France l'année dernière. Elle n'oublie pas le club d'où elle vient. Et je sais que toi non plus, Nanou, tu n'oublies pas le club d'où tu viens. On en parlera tout à l'heure. Je fais beaucoup de teasing aujourd'hui, mais avant tout, on va regarder le classement de la Ligue Butagaz et Énergie. Comme on l'a dit, pour Nice, les rencontres face au top 2 sont passées par là et les voici à la 4e place derrière Plan de Cuc. Le classement après 6 matchs reste un petit peu surprenant puisqu'il y avait des favoris, en tout cas des équipes européennes candidates au top place, et bien qui sont un petit peu décrochées, Dijon, Chambray, Besançon. Arthur, hors top 2, on a le sentiment peut-être que cette Ligue Butagaz Énergie, elle va être très bataillée. La première partie de tableau, elle va être très disputée parce qu'il y a des clubs qui vont sans aucun doute remonter la pente et essayer de se battre aussi pendant la saison. Ah, bien sûr, Dijon, Besançon, même Chambray qui n'est pas très très loin non plus. J'imagine pas ces équipes-là rester vraiment dans le ventre mou, même s'il n'y a pas beaucoup d'écart en termes de points, mais j'imagine que ces équipes vont remonter au classement. D'autant que c'est une photo après 6 matchs, tout le monde n'a pas joué les gros du championnat. Mais c'est intéressant, on parlait de Plan de Cuc tout à l'heure, c'est aussi une équipe qui se structure petit à petit et qui est une belle surprise sur ce début de saison. Je ne pense pas que cette équipe va rester 3e, mais c'est intéressant de les voir là, à ce moment de la saison. Qu'est-ce qui t'évoque, toi, Emmanuel, ce classement? C'est un peu la bataille derrière Brest et Metz. Oui, je suis quand même surprise de la place du Paris 92. Ouais. Je ne pensais pas qu'elle aurait été à cette place-là à ce moment-là. On sait que c'est une équipe qui était un petit peu en reconstruction, il y a eu un changement de coach l'année dernière, ça doit se mettre en place. Mais à ce point-là, ça commence à devenir très très dur pour cette équipe-là. Ouais. Oui, ça commence à devenir dur. J'en ai parlé avec quelques joueuses. Et elles vont continuer à se donner, à se battre pour remonter le classement. On l'a évoqué un petit peu la semaine dernière, notamment j'avais questionné Delia Golvet, forcément, ouais. on la connaît bien ici à Metz, qui me disait personne ne comprend vraiment pourquoi on en est là, parce qu'il y a de très bonnes joueuses, des joueuses d'expérience, il y a tout ce qu'il faut, mais elles manquent de performance. On a vu qu'elles avaient failli accrocher leur première victoire là, et il va falloir accrocher ce premier train avant de réussir à enclencher la première. Toute proportion gardée, c'est un petit peu comme en football, en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, il fut un temps, je ne sais plus si c'était il y a 2 ans ou l'année dernière, étaient dans une difficulté terrible. Ce sont des équipes qui sont, elles ne sont pas programmées pour se battre pour le maintien. Ouais. C'est des équipes qui sont historiquement en haut de tableau, ou dans le cas de Paris 92, la saison précédente, plutôt dans un ventre mou, dans un certain confort, sans qu'il y ait de réel enjeu quelconque en fin de saison. Là, les choses ont mal tourné sur le début de saison et c'est très 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 compliqué mentalement de se mettre dans une optique où il faut se dépasser pour mettre des choses extra handball sur le terrain, plus de grinta, etc. Parce qu'il y a un sentiment d'urgence. Et ça va être toute la difficulté de cette équipe qui aura peut-être besoin d'un électrochoc pour enchaîner les victoires et remonter, parce que sans ça peut être compliqué. On sait que dans le sport, tout peut aller très vite. Ouais. Et personne n'est à l'abri de rien. Il ne faudrait pas rentrer dans une spirale négative, parce que si la logique est respectée, Paris 92 en fin de saison devrait être au-delà en tout cas de la ligne de flottaison du maintien, eu égard du palmarès du club, eu égard de son budget et des joueuses qui sont présentes. Mais encore faut-il y arriver et pas rentrer dans cette mauvaise spirale. En tout cas, pour le moment, on prend un temps mort.
Et Arthur, ce temps mort, il est pour toi. Cette semaine, tu voulais nous parler de la Coupe du Monde des clubs qui s'est disputée chez les garçons. Effectivement, c'était début octobre en Égypte avec une victoire des Bleus-Grenat, petit jeu de mots parce qu'il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France au Barça. Je ne suis pas là pour vous faire un compte-rendu sportif de cette Coupe du Monde des clubs. Alors si je ne dis pas de bêtises, ça n'existe pas chez les filles, là ça existe chez les garçons depuis un petit moment maintenant. Et je trouve que c'est l'idée de base de cette Coupe du Monde du club, c'est une belle idée pour mettre en avant le handball international. On sait que le handball africain, il progresse, il y a de très fortes nations chez les garçons. Chez les filles aussi, ça a tendance à progresser, à émerger. On sait qu'il y a une volonté aussi de conquérir les États-Unis pour le handball masculin et aussi féminin. En vue des Jeux Olympiques notamment. Bien sûr, il y a des nations asiatiques sont des nations référentes. Je pense à la Corée du Sud chez les filles. Maintenant, c'est très bien ce type d'initiative, mais il faut réussir à trouver le bon équilibre entre mettre en avant ce handball mondial et les organismes des joueurs, les calendriers. Quand on a vu la Coupe du Monde des clubs de football avec beaucoup d'équipes d'un peu partout dans le monde qui n'ont pas forcément gagné leur championnat intercontinental domestique, leur Ligue des champions continentale, ça fait un peu désordre. Il ne faudrait pas qu'il y ait des dérives comme ça dans le handball. Je me dis que ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si ça vient exister chez les filles pour mettre en avant, comment dire, le handball international. Instaurer des choses comme ça en préparation, parce que le Metz Handball en préparation fait quasiment une Coupe d'Europe des clubs accélérés en jouant des cadors comme Gior, etc. Cet été, c'était plutôt costaud, on va pas se mentir. Donc c'est sympa. Donc si jamais l'idée jaillit sur le handball féminin, il faut faire attention quand même à bien gérer les calendriers parce que ça reste une chose assez importante et un problème depuis longtemps. On a vu que dans le foot, ça avait beaucoup fait jaser justement cette Coupe du Monde des clubs qui avait rajouté énormément de matchs et qui avait un peu tiré sur les organismes, notamment chez les joueurs du PSG qui ont joué une saison avec un nombre record de matchs. Donc en conclusion, Mathieu, oui à la globalisation et à la mondialisation du handball, mais attention aux organismes des acteurs qui sont les personnes les plus importantes de ce jeu. Justement, je vais compléter ton propos. J'ai fait une petite recherche. Il y a bien eu une édition en 2019 de cette Coupe du Monde des clubs chez les filles, mais cette édition, elle n'avait pas forcément rassemblé les grands clubs qu'on pouvait attendre. On y retrouverait des clubs d'Angola, de Nouvelle-Zélande, du Brésil, de la Chine, du Japon et du Kazakhstan et encore des États-Unis. Ça manquait peut-être de clubs européens qui sont les clubs finalement phares et qui auraient pu attirer la lumière. Ça s'est arrêté à une seule édition. Je ne sais pas s'il y a le projet de le refaire un jour, mais est-ce que toi, ça te tenterait, Emmanuel, jouer une Coupe du Monde des clubs avec des clubs africains, des clubs asiatiques, des clubs américains pour essayer un petit peu de croiser le fer avec d'autres nations? Alors oui, pourquoi pas, mais je rejoins Arthur. Ça fait beaucoup de matchs. Ouais. Et moi, j'ai regardé la Coupe du Monde des clubs au foot. Ils ont terminé leur saison en août, je crois. Ouais. Ça fait long pour reprendre, pour repartir après. En fait, le PSG, par exemple, ils ont fini leur saison en août, ils ont repris la nouvelle saison en août. À un moment donné, il y a un problème quelque part mathématique qui fait que ça ne peut pas rentrer, quoi. Voilà. Du coup, pour moi, pourquoi pas, mais ça fera beaucoup. Ouais. En vrai, on est en préparation d'avant-saison. Ouais, peut-être en pré-saison. En guise de match amicaux, ce serait bien, mais il ne faut surtout pas surcharger ce calendrier. Parce qu'il y a 2 fois plus de compétitions internationales au handball qu'au football. Ouais. Tous les hivers, il y a un Euro ou un mondial déjà, donc, plus les JO potentiellement sur un été sur 4. Ça peut vite être très très dense avec les Coupes d'Europe, etc. On sait qu'à Metz Handball, c'est déjà assez bien rempli. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le concept. Ça pourrait être cool. Moi, j'aimerais bien voir des matchs contre des équipes internationales, mais le calendrier ne le permettra peut-être pas. En tout cas, on va pouvoir clore ce temps mort et passer sur les terrains. Et sur le terrain de la trêve internationale, beaucoup de Dragons sont engagés. Regardez plus tôt,
On retrouve Suzanne Vajoka, Lena Granvaux, Lucie Granier, Sarah Bouktit et Lilou Borg qui ont été appelés en bleu pour défier le Kosovo et la Finlande en qualification du prochain Euro. Xenia Smith est avec l'Allemagne pour disputer des matchs face à la Macédoine du Nord et la Belgique. Ce sera également en vue de la qualification à l'Euro. Du côté de la Suède, on retrouve Tyra Axner et Johanna Bunsen. Vous avez deviné, c'est pour l'Euro également, contre l'Ukraine et la Lituanie. La Hongrie de Petra Vamosana Albek affronte la Turquie et la République tchèque de Sabrina Novotná. C'est aussi pour l'Euro. Il y a vraiment que des matchs pour l'Euro du côté des Dragons. La gardienne Messine est d'ailleurs aussi en sélection pour affronter le Danemark, un match assez relevé. Et du côté du centre de formation, les joueuses sont aussi en sélection. 3 bleus en U20, Blandine Gros, Ivana Tangana et Ella Firdilus. Et en équipe d'Italie, pour la première fois, on retrouve Alice Giliberto, qui était une habituée des équipes jeunes. Et bien, elle participe aux qualifications pour le prochain Euro avec l'équipe A pour la toute première fois. Bravo à elle d'ailleurs. Et du côté du Brésil A, on aperçoit aussi pour la première fois Manuela Navarro, qui a été sélectionnée par son équipe nationale, je crois, en tant que 3e gardienne du Brésil. Donc ça veut dire aussi qu'au centre de formation, il y a des joueuses qui sont en train de gravir les échelons. Il y a tellement d'internationales, Mathieu, qu'on est obligé de faire 2 visuels qui prennent quasiment toute la page de Oui, c'est l'écran. dire la densité de l'effectif de Metz Handball et des joueuses qui peuvent être appelées, qui prennent de l'expérience à droite, à gauche. Alors on va faire le point sur cette trêve la semaine prochaine. Pour le moment, on va simplement revenir sur le match de l'équipe de France face au Kosovo. Ça s'est joué mercredi soir. Arthur, on savait bien sûr que ces matchs contre des équipes qui sont un petit peu moins de premier plan, ça pouvait être une foire offensive. Bon, ce match contre le Kosovo, il n'a pas vraiment menti. Ouais, pourtant, celui qui ne connaît pas l'équipe de France et qui ne connaît pas l'équipe du Kosovo, il voit les 10-15 premières minutes de ce match, il se dit bon, c'est quand même assez équilibré. Au bout de 10 minutes, il y avait 1 ou 2 buts d'écart. Ouais, et puis au final, j'allais dire Metz Handball, des formations professionnelles, parce que Metz Handball déroule souvent. L'équipe de France a déroulé sur ce match et a fait valoir ses qualités. C'est beaucoup face à ce genre d'équipe qui sont forcément beaucoup moins qualitatives que des joueuses qui figurent parmi les meilleures joueuses du monde, qui trustent les podiums mondiaux, européens, olympiques. C'est très compliqué sur grand espace. Il y a beaucoup de buts faciles, d'erreurs qui sont payés cash tout de suite. Alors c'est le même débat qu'on avait lorsque l'équipe de France a affronté l'Italie et la Lettonie, avec aussi des scores très larges. C'est bien que ce type de l'année nation... dernière, ça avait passé les 50 buts à plusieurs reprises des matchs internationaux, effectivement. C'est bien que ce type de nation puisse exister, mais il faut peut-être niveler aussi les rencontres, faire des groupes de niveau pour que chacun puisse avoir un défi international à sa mesure. Peut-être taper un poil au-dessus de ce qu'il peut faire. Mais entre l'équipe de France et ces nations-là, il y a de trop gros écarts. Et comme le handball, c'est un sport où on marque beaucoup plus de buts que dans le football. On fait beaucoup de parallèles. On sait que le foot, c'est le seul sport où une équipe bien moins inférieure peut mettre le but et créer un exploit. On ne peut pas mettre 2 buts au handball. Non. Les buts arrivent forcément. Sauf s'il y a une gardienne qui est touchée par la grâce des dieux et qui fait 45 arrêts par match, ce qui n'arrive jamais. Pour l'équipe de France, en tout cas, ça a été un peu la fête pour les gardiennes, que ce soit Florian André ou Camille Depuiset. Elles ont pu faire un petit record d'arrêts chacune parce que la défense faisait le travail et que derrière, les tirs n'étaient pas maîtrisés. Forcément, ce n'est pas les mêmes aptitudes offensives. Donc voilà, c'est bien que ces nations-là puissent émerger parce que c'est un pays qui est indépendant depuis très peu de temps, le Kosovo. Et comme tous ces pays-là, on essaye d'exister sur la scène internationale dans le sport, mais il faut peut-être un défi plus à la mesure de cette nation-là. Ce qui est intéressant, c'est que Sébastien Gardioul a joué assez intelligemment avec une équipe de France très rajeunie autour de Grace Zahadi. Peu de joueuses étaient déjà là il y a 5-6 ans. On pense à notamment Nina Dury, par exemple, ou à des joueuses comme elle qui ont découvert l'équipe de France il y a peu de temps. C'était aussi la bonne occasion pour mettre tout le monde dans le bain. Et il l'a déclaré aussi, c'est un bon moyen pour lui de faire ses choix en vue du mondial et de savoir quelles jeunes joueuses il pourra intégrer à son effectif. Parce que il y a des choix qui sont déjà évidents, qui sont déjà marqués avec des cadres qui sont bel et bien présentes et qui vont disputer ce mondial, mais il y a forcément toujours quelques jeunes joueuses qu'on embarque avec et c'est intéressant de les faire jouer. Bien sûr, et au-delà de ces jeunes joueuses, il y a des joueuses toujours jeunes mais qui ont déjà de la bouteille. Je pense à des Marie-Hélène Sachka, des Emma Jacques, qui ont l'étiquette internationale. Qui n'étaient plus en équipe de France, qui sont revenus et qui cherchent la stabilité aussi. Grâce à ce type de rencontre, on réintègre des joueuses dans le groupe France au sens large. Aujourd'hui, Sébastien Gardioul, je pense qu'il peut réfléchir à 25 joueuses dans sa sélection. Forcément, le cut pour les compétitions internationales, il sera plus restreint.
Mais c'est bien d'avoir des choix, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'imprévus de dernière minute. Et de pouvoir profiter de ces rencontres-là, c'est aussi une bonne chose pour vraiment faire vivre le groupe France dans son entièreté, parce qu'on l'oublie souvent. La sélection, certes, ce n'est pas comme un club, mais on ne peut pas empiler les meilleures individualités sans avoir un esprit de groupe, de tester les connivences entre les joueuses, comment un groupe va vivre pendant une compétition internationale. C'est aussi important que l'aspect purement handball. Justement, j'ai quelques petites stats à te donner aussi sur... on a l'habitude des Messines qui sont en sélection, mais aussi les ex-Messines qui sont en sélection. Tout le monde a brillé sur ce match face au Kosovo. 14 parades de Camille Depuiset, 5 buts de Suzanne Vajoka, 4 buts de Lucie Granier, 3 buts de Lilou Bor, Grazadi et Orlan Canor, 2 buts de Marilène Sachka et Tamara Horacek, 1 but d'Emma Jacques. Est-ce qu'il y a une joueuse qui a le plus retenu ton attention dans cette liste ? Est-ce que je dois donner cette liste? Bon, je pense les gardiennes, parce que je voulais parler de Floriane André, mais on peut effectivement parler de Camille Depuiset, parce que c'est un duo de gardiennes qui est, je pense, indissociable sur cette rencontre, et indissociable aussi à Brest. Alors je ne sais pas si c'est le maillot rose de gardienne de l'équipe de France qui les a portés, mais je pense que Brest est quand même pas mal sur ce poste-là. Et Camille Depuiset se rappelle au bon souvenir de cette équipe de France. On connaît forcément la situation de l'an passé. Mais elle avait une grosse concurrence, on va dire, sur son poste à Metz Handball. Là, elle prouve depuis le début de saison, et sur ce type de rassemblement, à moindre mesure, car ce n'est que le Kosovo, elle a quand même des qualités handball et qu'on pourra compter sur elle dans un groupe France élargi. Oui. Alors forcément, il y a Laura Gloser et Atadou Sako. C'est ça le piège, j'allais dire, sur ce poste de gardienne, c'est que devant, il y a Laura Gloser et Atadou Sako qui semblent aujourd'hui indiscutables au poste de gardienne. Et derrière, il y a quand même Camille Depuiset et Floriane André qui sont de très très bonnes gardiennes aussi. Le luxe de l'équipe de France d'avoir autant de bonnes joueuses. Et on ne parle même pas des gardiennes qui arrivent derrière et qui ont aussi un énorme potentiel. C'est fort. Bien sûr, mais c'est déjà une victoire aussi pour elle d'être dans ce groupe France après la saison compliquée qu'elle a connue. Ça peut arriver à tous les sportifs de haut niveau d'avoir des bas comme cela. Oui, il y a des situations très variées qui peuvent amener à des saisons très, très complexes, que ce soit là en étant troisième gardienne à Metz Handball ou avec des blessures ou des problématiques diverses et variées. Donc pouvoir revenir déjà avec l'équipe de France, je pense que c'est une très grande réussite. Effectivement, donc on en revient à cette notion de groupe au sens large de Sébastien Gardijou qui, à mon sens, fait un bon boulot sur ça. Anne-Emmanuelle, toi, les équipes de France, tu les as connues jeunes, équipe de France cadet, tu as fait les U16 jusqu'au U19, je crois même au U20. Oui. C'est un truc que tu gardes dans un coin de ta tête, de dire peut-être un jour j'arriverai à retrouver cette équipe de France, à porter à nouveau le maillot bleu, ou c'est un truc que tu as mis de côté et tu te dis si ça arrive, ça arrive? Moi, je vis au jour le jour. Du coup, si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, au moins je sais que je donnerai tout en club. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette époque où tu as porté le maillot bleu? C'est quand même le début de ta carrière. C'est peut-être aussi ce qui t'ouvre la porte du centre de formation de Metz Handball à l'époque, tes performances avec l'équipe de France, comme ça que tu t'es un peu fait découvrir? Déjà, j'étais en Martinique. Ouais. C'est le tournoi des 4 nations en Tunisie, ouais, où on avait fini 2e, je crois. Oui, c'est mon meilleur souvenir. Ouais. Ouais. Ah, forcément, en plus quand on part de Martinique et qu'on va découvrir comme ça un autre continent aussi, c'est toute une aventure. En plus avec le maillot bleu, ça devait être quelque chose. Oui, puisque du coup, je faisais qu'un stage avec elle, je ne pouvais pas faire tous les stages. Ah, oui. Du coup, je faisais un stage et c'était la plupart du temps le stage avant de partir en compétition. Du coup, c'était que quelques jours. Bon, on a encore plein de questions à te poser, tu vas voir, et on va reparler de la Martinique, bien sûr. On passe tout de suite au jet de 7 mètres. Alors de mon côté, ça va être justement une spéciale Martinique. J'ai plein de questions à te poser de ce côté-là, mais je laisse encore un petit peu de teasing. Je vais laisser la parole à Arthur qui va pouvoir te poser quelques questions avant tout. Oui, un petit sportif, tu disais en début de saison. Depuis le début de saison, tu as plus de temps de jeu. Tu le disais en début d'émission. On sait que la vie d'une joueuse de rotation, d'une remplaçante, c'est pas toujours évident. Même dans une équipe comme Metz Handball où on est comment dire. On a forcément la victoire tout le temps, mais parfois ça peut être compliqué d'avoir moins de temps de jeu. Forcément, je pense que sur ce début de saison, ça correspond à tes attentes et tu te retrouves pleinement, je pense, dans ce projet collectif cette année. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup plus de temps de jeu et je le vis mieux du coup.
je le vis mieux, je suis venue pour ça aussi. Donc, bien sûr, avoir du temps de jeu, pouvoir m'exprimer, ben, c'est ce qui m'anime. Je suis vraiment contente. En plus, ben, je pense que je forme un bon duo avec Sarah. Donc, en vrai, oui, ça va, je suis vraiment contente. Avec Sarah, vous vous connaissez quand même depuis pas mal d'années maintenant, parce que vous êtes connues toutes les deux au centre de formation. Oui. Sarah est montée progressivement, toi, tu es passé troisième pivot à un moment donné. C'est une relation sur le long terme aussi, ça doit aider au quotidien quand on connaît très bien la personne avec qui on partage le poste. Oui, bien sûr. En plus, c'est une concurrence saine. Du coup, on n'a pas de doute sur ça. Si j'ai besoin d'un conseil, j'irai vers Sarah. Si Sarah elle a besoin, elle ira vers moi. Donc en vrai, oui, c'est une relation saine. Ça se voit sur les célébrations généralement, quand vous vous retrouvez à la fin des matchs, on sent que c'est spontané, c'est naturel et c'est pas forcé. Ça fait toujours plaisir de voir des filles qui peuvent partager le poste comme ça. Ouais, et je pense que tu gardais quand même une certaine motivation, même l'an dernier quand c'était plus compliqué. On sait que le staff faisait souvent l'éloge de joueuses qui n'avaient pas forcément beaucoup de temps de jeu, mais qui s'entraînaient toujours aussi dur. Tu as gardé cette mentalité-là, toi, l'année dernière? Oui, bien sûr. Je travaille. Dès que si Manu estime que je dois rentrer, même si c'est 2 minutes, durant les 2 minutes, je vais me donner à fond. J'ai pas beaucoup joué la saison dernière, mais j'ai beaucoup travaillé, surtout durant la trêve. On a travaillé. Ça a porté ses fruits, puisque aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps de jeu. Donc, je suis contente, je suis satisfaite. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on est en octobre 2025, tu penses être une meilleure joueuse qu'en octobre 2024, avec cette année de retour à Metz Handball, avec ce que tu as pu acquérir à l'entraînement, la progression que tu as pu avoir? Oui, je pense que j'ai beaucoup progressé. En même temps, j'ai travaillé pour ça. Je suis arrivée en juillet 2024, du coup. Donc, entre juillet et octobre 2024, je n'avais pas beaucoup plus progressé que ça. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai progressé, que ce soit humainement et sportivement. Tu évoquais le travail pendant la trêve qui t'avait permis de passer des caps. J'imagine que pour les gens qui nous regardent, le grand public, ils doivent se demander aussi comment ça fonctionne. On a vu la liste tout à l'heure du nombre de joueuses qui étaient sélectionnées. Il ne reste plus grand monde à l'entraînement. Mais malgré tout, justement, c'est aussi le moment de travailler individuellement sur des points très précis et d'avancer. C'est ces choses-là que tu as essayé d'attraper pour devenir une meilleure joueuse? Oui. Ça m'aide beaucoup plus. Lorsqu'on est 14, on n'a pas le temps de travailler au poste. Donc là, on a du temps. Donc on prend le temps et du coup, on travaille beaucoup, on rigole, mais on travaille. Et franchement, là, j'aime beaucoup la trêve. J'aime beaucoup aussi l'esprit de Manu. Donc, ça va. Bon, c'est une bonne chose. Alors vous le savez, si vous nous regardez, que vous allez affronter Metz Handball prochainement, au retour de la trêve, Nanou, c'est une machine. Arthur, est-ce que tu as encore une question? On peut passer à la partie que tu as teasée. À la spéciale Martinique. Sportif et temps de jeu. Anne-Emmanuel, j'ai des questions à te poser, peut-être qu'on ne pose pas forcément souvent, notamment en regardant un petit peu des interviews que tu avais pu donner, des choses que tu avais pu évoquer à droite, à gauche. J'ai remarqué que tu évoquais régulièrement Cathy Psiejos. Et j'aurais voulu voir un petit peu avec toi, mais est-ce que c'est une joueuse qui a été un petit peu un modèle pour toi, comme joueuse qui vient de la Martinique et qui a réussi à venir en métropole et à s'imposer, notamment à Metz Handball? C'est une joueuse qui a compté pour toi? Oui, lorsque je regardais le handball chez moi en Martinique, je disais à ma maman que je voulais être là aussi, que je voulais être comme Cathy. Cathy, c'est un exemple, elle avait fait un camp, ça remonte, et j'ai participé à ce camp-là. Il y avait Nina, Cléo, Siraba Dembélé. Franchement, j'ai kiffé et on garde toujours ce lien-là. Je l'ai eu dernièrement, je l'ai eu en août, et elle m'avait dit qu'elle serait passée nous faire un petit coucou à Metz, donc voilà. Oh, on va surveiller ça si elle passe dans le coin. Et justement, tu parles de ce camp, et je crois qu'il était en 2014. Tu avais, je crois, je ne suis pas très bon en calcul, mais une dizaine d'années, 11 ans peut-être. Et on a une photo de ce camp-là. Lui, on l'a retrouvé. Il est fort. On va regarder la photo. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent. On retrouve de belles choses sur Internet. J'ai une question beaucoup moins spéciale que de retrouver des vieilles photos. Est-ce que tu es fier du parcours que tu as réalisé depuis l'époque de cette photo jusqu'à aujourd'hui? Oui, j'ai commencé avec ma maman. J'ai commencé avec ma maman à 4 ans. Ouais. Au Lorrain. J'ai été au pôle. J'étais au pôle et en Martinique, aux Antilles, c'est pas facile de se faire remarquer.
À part les interligues et les interpols, ben, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, les DTN, ils viennent une fois par an. Du coup, ben oui, je suis contente. Travailler et, au pire, et après aller aux interpols et se faire remarquer. Franchement, je suis contente de mon parcours. Je suis satisfaite. C'est en plus être à mes handball dans le meilleur club de France. Que de moi et de plus. Ouais, c'est assez fort. En plus, ce stage que tu avais fait, ce camp Cathy Piégos, tu l'as dit, il y avait des sacrées joueuses aussi autour pour l'encadrer, notamment Nina Canto, dont on a parlé tout à l'heure, qui est aujourd'hui au centre de formation, etc. C'est assez fou, finalement, après le moment où tu arrives en métropole, où tu viens à Metz Handball, etc., de rencontrer ces joueuses que tu avais connues en camp des années plus tôt et de pouvoir te développer, peut-être même partager le ballon avec elles. C'est une superbe évolution quand on vient de la Martinique et, comme tu l'as dit, la difficulté de se faire reconnaître. Oui, je pense que Cléo, elle ne se rappelle pas du tout de moi. C'est vrai? Je pense que j'ai une photo, mais... Depuis, tu l'as... Ouais. Il faut lui montrer la photo là, je pense. J'ai une photo, mais je ne l'ai jamais ressortie. Nina, quand je suis arrivée à Metz, elle ne s'était pas rappelée de moi. Et je lui ai dit, ben oui, moi, je fais le camp avec Cathy. Et c'est là qu'elle s'est dit, ah oui, ben oui. Et en plus, j'avais eu la chance de jouer avec elle. Et j'avais été draftée. Ouais. Du coup, j'avais eu la chance de jouer avec les pros. Et c'était un moment incroyable, inoubliable. Et franchement, ça restera dans un coin de ma tête. On négligera jamais en fait ces moments de rencontre entre des professionnels, des joueuses qui sont déjà bien installées, qui ont un palmarès, et les moments où elles peuvent communier finalement avec des jeunes joueuses qui ont envie de vivre la même chose. Ce sont des vrais déclencheurs finalement dans des carrières. Malgré tout, quand on vient d'aussi loin que ça, c'est pas toujours simple. J'ai vu une interview de toi où tu exprimais que c'était pas toujours facile d'être à Metz et que tu souffrais parfois un petit peu de la séparation avec les tiens. Comment est-ce que tu gères ça avec les années, etc. Comment est-ce que tu arrives à gérer ces moments-là? Ben, moi, j'ai mon frère qui est à Saint-Raphaël. Il joue à Saint-Raph. Du coup, dès qu'il a un petit peu de temps, ben, on se voit. Par exemple, là, ben, on s'est vu quand j'étais à Nice. Ouais. C'était plus simple justement les 2 années où tu étais à Nice? C'était plus simple. Là, on est loin l'une de l'autre, enfin l'un de l'autre. Et c'était un petit peu compliqué quand je suis arrivée à Metz, surtout que je ne jouais pas, je n'avais pas mon frère à côté de moi. Mes parents, ils viennent une fois par an et les fois où ils viennent, c'est en février, mars. Du coup, c'est compliqué. Moi, je suis très famille. C'était très compliqué au début et après, moi, je les ai tout le temps dans la journée, 3 ou 4 fois par jour. Donc, ça va, c'est comme s'ils étaient présents avec moi. Ça a toujours été le handball pour toi, le choix, parce que cette famille, depuis toute petite, c'est vraiment dans ce sport-là où tu avais peut-être d'autres aspirations? Je fais de la natation et je fais du football. Sauf que je n'ai pas pu continuer au football puisqu'il n'y avait pas encore d'équipe féminine en Martinique. Du coup, j'ai commencé le handball et j'ai dû faire un choix entre le foot et le handball. Et j'ai fait le choix du handball. En tout cas, dans le hand, on sait que ce territoire, c'est un vivier incroyable. Il y a tellement de joueuses qui viennent d'ici, qui ont réussi à percer. Pourtant, c'est pas si facile que ça de percer, forcément. C'est le monde professionnel. Mais ça reste quand même incroyable d'avoir des exemples comme ça à suivre pour toi vivre ton rêve aussi. Oui. Après, la flamme, elle est un petit peu en train de s'éteindre aux Antilles. Il n'y a plus beaucoup de joueuses ni de joueurs qui veulent faire du handball à haut niveau. Du coup, on travaille, enfin nous, quand je dis nous, c'est les Antillais, les Antillaises. On travaille pour ça, pour leur donner envie, pour dire que on vit de notre passion, c'est incroyable, quoi. Donc voilà. Justement, tu l'embrasses un petit peu, ce rôle de modèle désormais. Tu te dis peut-être qu'il y a aux Antilles des jeunes filles qui se disent « Ah, j'ai envie de faire comme elle et de venir un jour à Metz Handball, ou en tout cas de devenir handballeuse ». Pas du tout. Tu réalises pas que ça peut se produire ce genre de choses? Non, je réalise pas du tout. En tout cas, ça peut peut-être se produire encore un petit peu plus, puisque depuis cet été, au Lorrain, la ville du Lorrain a remis en état son gymnase. Et c'est l'endroit où tu as débuté le handball de ton côté. Et désormais, dans la salle, il y a une photo de toi en grand format sur un des pans du gymnase. On voit les images qui apparaissent. Forcément, pour donner l'exemple et pour donner envie, c'est plutôt pas mal quand on est représenté comme ça dans le gymnase où on a commencé. Comment tu as vécu ce moment-là? C'était un moment incroyable pour moi. J'étais entourée de ma famille. Malheureusement, il n'y avait pas mes grands-parents. Parce que mes grands-parents, c'est des gens qui ont toujours cru en moi. Et ne pas vivre ça avec eux, c'était aussi une petite séquence d'émotions.
Mais franchement, incroyable. Je suis vraiment contente d'être dans ce gymnase où j'ai commencé finalement, où il y a ma maman qui a débuté aussi. Donc voilà, c'est une fierté et j'espère que mon frère, il y sera aussi bientôt. Alors pour l'instant, tu partages le mur avec Patrice Annonay qui est de l'autre côté, qui a été gardien un peu légendaire, on va le dire, au PSG. Pas mal non plus, hein, la compagnie. Hein. C'est une excellente compagnie, non? C'est quand même pas mal de... Alors, j'avais envie de te vanner en disant t'as un gymnase à ton nom, c'est fou. Mais non, en vrai, partager un mur du gymnase où tu as commencé avec une star comme celle-là. Et je crois que dans sa déclaration au moment de l'inauguration, il disait ben voilà, moi j'ai mon parcours, j'ai terminé, etc. Anne-Emmanuel, c'est aussi l'avenir et la possibilité aussi pour les Antilles de briller. Donc c'est fort. Non? Oui, c'est fort. Patrice, il a aussi commencé au Lorrain. Et être là avec lui, c'est aussi une fierté, puisque il a joué au PSG, il coach au PSG. Donc maintenant, comme il l'a dit, c'est à moi d'écrire mon histoire. Est-ce que tu as eu l'occasion peut-être d'échanger avec lui, ou si ce n'est lui, d'autres sportifs, même pas forcément des handballeurs et handballeuses, qui viennent de la Martinique et qui ont aussi vécu ce que tu as vécu? Non, j'ai discuté avec lui après. J'ai jamais eu l'opportunité de discuter avec lui avant. Je crois que mon frère, oui. Mais ouais, voilà. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette séquence Martinique. Je trouvais ça plutôt sympa. On avait pas mal de choses à évoquer avec toi autour de ça. Et c'est vrai que ce sont des questions qu'on a assez peu l'occasion de poser. C'était un plaisir de le faire. Il me reste une question. C'est peut-être la question piège de cette émission. Nanou, je pose tout de suite. Tu vois, j'annonce le piège, donc ça va quand même plutôt pas mal. Il me semble qu'à la fin de cette année, ton contrat avec Metz Handball se termine. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu te vois prolonger, tenter une autre aventure? Ou est-ce que, pour le moment, on est quand même en début de saison, tu attends de voir comment les choses se passent? Pour le moment, on est en début de saison, donc j'attends de voir. Je suis ouverte à tout. On sait que ça peut se poser assez vite, hein, ces questions-là. Généralement, en hiver, les choses sont assez vite réglées. Arthur, on était tous un petit peu traumatisés la fois où Luis Burgard a annoncé son départ au mois de septembre. C'était pour le coup extrêmement tôt. On a eu le temps de se faire à la nouvelle, mais c'est vrai que c'est de plus en plus tôt, hein, le mercato pour les têtes d'affiche du handball européen. C'est vrai que je pense dans la situation d'Anne-Emmanuel, on est un peu dans l'attente pour savoir ce que d'autres joueuses font, si on peut conserver sa place dans l'effectif, si on doit trouver un autre projet. Donc c'est toujours des moments assez délicats. Mais je pense que la majorité des joueuses va pouvoir dire qu'une fois que cette situation de mercato est réglée, on peut se concentrer pleinement sur le sportif. Je pense que tu as déjà vécu ça dans tes choix de carrière, qu'une fois que le mercato s'est évacué, c'est bon, on n'en parle plus et on peut passer sur un autre projet. C'est ça. C'est ça. On va voir comment ça se passe, en tout cas pour toi. On arrive vers la fin de cette émission. Merci Anne-Emmanuel d'avoir été avec nous. J'ai hésité à ressortir une autre archive, celle de la première fois où tu es venu dans Dragon Mag. C'était en 2021, tu étais au centre. Je suis sympa, je ne l'ai pas fait, je l'ai gardé pour moi en tout cas. Ceux qui l'ont vu savent à quel point tu as progressé ces dernières années, et pas seulement sur le handball, mais aussi dans ta manière d'embrasser ton parcours, et c'est très agréable d'avoir pu échanger avec toi à ce sujet. Merci à toi Arthur d'avoir été là cette semaine, et bien sûr, merci à vous qui nous suivez chaque vendredi devant Dragon Mag. Vous le connaissez, le rendez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'aventures. À très vite.